Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du grand format de l'actualité. Au menu du journal, l'opposition désormais en ordre de bataille dans la perspective des prochaines échéances électorales. Maurice Kamto met en garde contre une anticipation de l'élection présidentielle alors que la controverse sur l'interdiction des activités et coalitions ne désenfle pas. Le professeur Nkuvondo qui vient adresser une cinglante lettre aux collaborateurs du ministre de l'administration territoriale. L'enseignant de droit et homme politique déroule sur le caractère anticonstitutionnel de la mesure de Paul Atangandji. Il invite les gouverneurs à ne pas se rendre complices de la violation de la loi. Également, dans ce journal, un air d'école buissonnière au Parlement camerounais. Les deux chambres sont en hibernation depuis l'ouverture de la session parlementaire du mois de mars. L'Assemblée nationale et le Sénat sont bloqués en raison des âges avancés des deux présidents en fonction, Marcel Nyadjifendi et Kaba Yeyege Djibril, dont le renouvellement des mandats est fait objet de tractations dans les couloirs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur Equinox Télévision. Merci de choisir nos antennes. Ouvrons ce journal avec dans la ville de Yaoundé où les victimes sont à couteau tiré sur les causes de l'incendie qui a occasionné des pertes estimées à plus de 200 millions de francs CFA au quartier Simbok. Alors que la brigade de gendarmerie des Billets-Massi mène une enquête, les protagonistes qui se jettent le tort de se regardent désormais en chien de faïence, digérant douloureusement les pertes subies. Emmanuel Job et Marcelin Gansop. Les flammes ont été sans pitié pour le Snarba Istanbul, mais également pour cet immeuble qui de l'extérieur ne présente aucun dégât. Pourtant, le contenu des premiers et deuxième étages est également parti en fumée, laissant sans voix l'occupante des lieux qui dit avoir perdu plus de 30 millions de francs CFA. On avait un brocan ici, on avait un spa, on avait les choses électroniques et tout ce qu'on vend c'était importé à États-Unis. C'était un business de plus de 40 millions. La personne qui a le snack bar Istanbul qui nous a convoqués là-bas à la gendarmerie, on était là, il m'a insulté, il m'a dit que je suis fou et tout ça, et c'est un petit anglophone, je peux lui faire quoi? Sur l'origine des flammes, la propriétaire de l'immeuble, qui dit avoir perdu plus de 80 millions de francs CFA, accuse le voisin dont les installations côtoient les siennes. Le monsieur déclare que le feu est venu des planches, des caraboutes. Regardez vous-même, si le feu venait des caraboutes, l'atelier de menuiserie serait entièrement consumé. Le feu est entré par un béquet qu'il a construit derrière ma maison sans notre autorisation. Comme vous voyez bien, le feu est passé par une fenêtre et a consumé entièrement ma maison. Elle est confortée par son voisin menuisier qui se dit surpris d'apprendre que le feu serait parti de son atelier. Or, rien n'a brûlé. Moi-même, j'ai été surpris quand on dit que le feu quitté de chez moi parce que quand vous regardez, si c'était de chez moi, c'est qu'il n'y a rien de chez moi, c'est que c'est ma maison qui est à terre. C'est encore là, comme vous voyez là. Joint au téléphone, le propriétaire du Snarba Istanbul, qui dit lui aussi avoir perdu plus de 80 millions de francs CFA, préfère s'en remettre aux résultats des enquêtes. Il déclare ne rien savoir sur ce qui a pu causer cet incendie ravageur, en précisant néanmoins que selon l'une de ses employées, le feu venait de derrière. Ce que la propriétaire de l'immeuble n'entend pas de cette oreille et annonce une plainte dans les prochains jours. À en croire les victimes de cet incendie, ce sont plus de 200 millions de pertes qui ont été enregistrées. Une affaire à suivre qui fait grand bruit au Carrefour Bouba, dans le 6e arrondissement de la capitale. Et ici, dans la ville de Douala, un accident de la circulation cause la mort de 2 personnes au niveau du pont sur le Vouri ce matin. En Dogbong, les éléments du commissariat de sécurité publique ont réussi à mettre la main sur un groupe de présumés malfrats spécialisés dans la casse des boutiques et agressions à main armée. Évocation dans ce reportage de Steve Eboulé, Innocent Abega et Martin Abanda. Des marques de sang issues de l'impact qui a coûté la vie à 2 personnes, dont une dame passagère d'une motocyclette. Le malheureux incident a eu lieu sur le pont du Vouri, dans le 4e arrondissement de Douala, bien avant que le soleil se soit installé à son zénith. La scène d'une rare violence décrite par les témoins fait allusion
à un véhicule de tourisme qui serait passé par-dessus les passagers de l'engin à 2 roues après qu'il ait été propulsé sur le tarmac par les rails du passage à niveau. L'automobiliste a tout fait de se rendre au commissariat du 3e de Bonasama afin d'éviter le lynchage public. Dans le 5e arrondissement de Douala, ce sont des membres d'un gang d'agresseurs présumés qui ont été neutralisés par les éléments du commissariat du 10e à la suite de nombreuses plaintes enregistrées. Nous avons enregistré beaucoup de plaintes faisant état d'agression dans les quartiers Misoke et leurs environs. Donc entre le 4 mars et le 11, il y a eu à peu près 6 plaintes déposées pour agression violente, notamment celle d'un avocat qui revenait de son voyage et qui a été pris d'assaut par 6 malfrats qui l'ont sauvagement, impitoyablement poignardé de façon abjecte, de telle sorte que la lame du couteau a effleuré les poumons. Et n'eût été l'intervention rapide de l'hôpital général de Douala, on parlerait de lui certainement au passé aujourd'hui. L'agressivité et la violence extrême dont faisait montre ces hors-la-loi vont attiser la hargne des éléments du 10e décidés à mettre un terme à leur forfait. Nous avons entrepris un raid au quartier Misoke dans un domicile où nous avons interpellé 6 malfrats régulièrement suspectés d'agression, repris de justice pour l'essentiel. Au lieu de leur arrestation, il a été retrouvé des cartes nationales d'identité appartenant à des victimes. L'exploitation de ces individus a donc permis de constater que c'est un groupe de jeunes âgés entre 15 et 25 ans qui est à l'origine de ces actes criminels. Le grand banditisme tente à étendre ses tentacules dans la métropole, mais il fera face aux forces de maintien de l'ordre, nous ont-elles rassuré lorsque nous quittions les lieux du commissariat du 10e. La sous-région Afrique centrale est de plus en plus confrontée à des défis majeurs en matière de respect des normes d'utilisation des produits phytosanitaires. C'est ce qui ressort de la 17e session du comité de pilotage du Conseil phytosanitaire interafricain de l'Union africaine qui s'est ouvert ce lundi à Douala, compte rendu de Giresse Yopar et Fabrice Loumou. Selon les experts, la sous-région Afrique centrale se trouve dans une situation délicate en ce qui concerne le respect des normes d'utilisation des produits phytosanitaires. La lutte contre les maladies des plantes et des animaux demeure un véritable défi qui impacte directement sur la production agricole. Notre sous-région, c'est en quelque sorte le ventre mou en termes de capacité pour le contrôle des maladies, qu'elles soient des plantes ou des maladies animales transfrontalières. Alors, il y a des pesticides qui sont utilisés sans toutefois que les normes environnementales ne soient respectées. Il y a des maladies des plantes elles-mêmes qui apparaissent. On a parlé de la légionnose tout à l'heure au niveau des discours. Alors toutes ces maladies qui affectent nos produits vivrières, que sont les bananes, les tomates, il n'y a pas de capacité au niveau national et au niveau sous-régional de les détecter à la base afin de limiter leur propagation et de les enrayer si possible. Face à cette problématique, il est impératif de trouver des solutions urgentes, efficaces et efficientes. Il faut donc, pour ces experts, mettre un accent sur un contrôle renforcé. D'établir une sorte de surveillance épidémiologique au niveau de la sous-région dans son ensemble et au niveau des pays en construisant des laboratoires appropriés pour la détection de ces maladies-là, de ces pestes-là. Et c'est des perspectives en termes de renforcement des capacités et en termes d'outils qui doivent être mis en place pour nous assurer que cette surveillance-là se fait dans les bonnes conditions. Des réflexions au cœur des discussions tenues lors de l'ouverture de la 17e session du comité de pilotage du Conseil phytosanitaire interafricain de l'Union africaine dans la ville de Douala. Dans la région du nord-ouest Cameroun, plusieurs mairies sont plongées dans des scandales de corruption. Ce qui plombe le fonctionnement de ces communes dans cette partie du pays, c'est ce qui ressort du rapport annuel de la Republic Independent Conciliator dans ce compte rendu de Kemazo Matilda et Isabelle Carole Zoupet. De mauvaises performances pour plusieurs maires et services municipaux dans la région du nord-ouest. Corruption, mauvaise gestion de fonds, projets inachevés, fiscalité injuste sont entre autres tares enregistrés dans plusieurs de ces communes. Tenez par exemple, pour le cas de détournement, la commune de Dinikom enregistre un taux de 60%, commune de Zoa 45%, commune de Misagé
39%. Quant au harcèlement de la part des agents municipaux, la commune d'Ako, 52%, commune de Four-Awa, 41%. Pot de vin et corruption, conseil de Woum, 86%, conseil de Bamenda 2, 63%. Pour pratiques contraires à l'éthique, les conseils de Bengui et Misagé s'arrachent la part belle avec 40% chacun. Ces statistiques et plusieurs autres qui révèlent ces mauvaises pratiques enregistrées dans ces services publics au cours de l'année 2023 sont le rapport présenté par le Public Independent Conciliator pour la région du Nord-Ouest. Dans ce travail réalisé par Tamfou Simon du Public Independent Conciliator, aux côtés de son bureau, si des maires et conseils ont brillé par leur piètre performance, le même rapport encense et encourage également ceux qui se sont démarqués positivement. Cette autorité indépendante, chargée de traiter les problèmes et tout autre abus découlant du fonctionnement des autorités locales et des entités décentralisées, révèle que ce rapport a été transmis au chef de l'État. La balle est donc désormais dans le camp du locataire du palais des Toudji. En politique, la vague d'indignation se poursuit après la sortie de Paul Atanga-Ndji qui traitait de mouvements politiques de pseudo-associations clandestines et illégales. C'est au tour du professeur Nkoumvondo qui, à travers une correspondance, donne une leçon de droit aux Minat sur la liberté d'association au Cameroun. La synthèse dans ce compte rendu d'Achille Kamga et Carlos Minoui. Après avoir mis le ministre Atanga-Ndji à sa place, c'est-à-dire celle d'un citoyen non outillé en matière de droit et de techniques administratives, le professeur Prosper Nkoumvondo s'est adressé directement aux collaborateurs du ministre, présumés intelligents et dotés de connaissances acquises après de nombreuses années à l'université. Ce sont ces derniers qui auraient dû administrer un cours de droit à leur patron. Ainsi, le ministre aurait-il compris ce que veut dire le terme clandestin et aurait fait la nuance entre illégal et non légal. Le professeur Nkoumvondo a enfilé sa toche d'enseignant pour se prêter à cet exercice. S'agissant du caractère clandestin prêté à l'Alliance politique pour le changement et à l'Alliance pour la transition politique, le leader du parti Univers explique que, pour peu que l'on soit parti à l'école, le terme clandestin renvoie à une existence à la fois secrète et illégale. Pourtant, dans le communiqué du ministre, il est dit que ces organisations tiennent des conférences de presse, une activité par essence publique. À ce niveau, précise le professeur, le communiqué entre en contradiction avec lui-même. Sur le caractère illégal des organisations citées supra, Prosper Nkoumvondo élabore. Des organisations non déclarées ne sont pas forcément illégales. Elles le seraient si dans leur création et ou dans leur existence, on décèle des points de violation de la loi. Il s'agit en réalité des organisations non légales parce que non légalisées, c'est-à-dire non déclarées auprès de l'administration étatique. Les collaborateurs du ministre Atanga-Ndji, qui sont passés par l'université, devraient le savoir, rappelle le professeur Nkoumvondo. L'attention de Paul Atanga-Ndji devrait aussi être attirée sur le fait que son mentor politique, le président Paul Biya, a été réélu en 2018 grâce, entre autres, à une alliance politique dénommée G20, à qui le ministre n'a pas exigé le statut de parti politique pour mener des activités politiques. Après sa démonstration, le professeur Nkoumvondo s'est adressé aux gouverneurs, préfets et sous-préfets, à qui le ministre a demandé d'interdire les activités politiques de l'APC et de l'ATP, en rappelant que le monde a changé, que les méthodes dictatoriales des siècles derniers sont très peu efficaces et qu'ils seront seuls face à leur conscience s'ils se soumettent aux instructions anticonstitutionnelles et illégales contenues dans le communiqué du 13 mars 2024. De son côté, Maurice Kamto met en garde contre les risques autour de la modification du calendrier électoral au Cameroun. Selon le président national du MRC, sur le plan politique, inverser le calendrier électoral pour organiser le scrutin présidentiel avant les législatives ou les municipales serait une traduction concrète de la panique qui gagne le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Voyons tout cela avec Danny Warenze II et Pierre Lavelle-Djomban. Pour le professeur Maurice Kamto, l'idée persistante de l'organisation d'une élection présidentielle avant les législatives et municipales transformerait le Cameroun en une authentique république monarchique.
Pour le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, une telle décision serait contraire à la constitution de notre pays et serait injustifiée sur le plan financier. Depuis au moins 20 ans, on assiste à un report injustifié des mandats des conseillers municipaux et des députés. Déjà en 2002, le mandat avait été reporté. En 2007, ça a également été reporté. En 2012 également, ça a été reporté. Et la conséquence, c'est que les élections de 2012 ont eu lieu en 2013 et ceux de 2018 ont eu lieu en 2020. Une idée qui, selon Maurice Kamto, est persistante dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et sur le plan institutionnel impliquerait la prorogation des mandats des conseillers régionaux, soit l'élection des conseillers régionaux par des conseillers municipaux sans mandat électif. La conséquence de ces reports injustifiés, c'est que vous avez les sénateurs qui sont élus par des conseillers municipaux hors mandat, donc ils n'ont pas de légitimité. Vous avez des conseillers régionaux qui sont élus par des conseillers municipaux hors mandat, eux aussi n'ont pas de légitimité. On ne peut pas se permettre le luxe de faire en sorte que l'élection présidentielle surplombe toutes les autres élections, les élections locales, les élections législatives, avec des sénateurs illégitimes, des conseillers régionaux illégitimes parce que élus par des conseillers municipaux hors mandat. Et donc illégitime aussi. Sur le champ du jeu politique, pour Maurice Kamto, organiser la présidentielle avant les municipales et législatives expliquerait d'inverser le calendrier électoral, ce qui serait pour le leader de l'opposition camerounaise la traduction concrète de la panique qui a gagné le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, même si au RDPC, on pense bien le contraire. 14 jours déjà après l'ouverture de la session parlementaire de mars 2024, les députés et les sénateurs se tournent les pouces. Aucune activité n'est organisée, à commencer par l'élection des bureaux à l'Assemblée nationale ainsi qu'au Sénat. Selon les parlementaires, cette situation est causée par l'état de santé du président du Sénat, Marcel Nyat-Djifendi. D'autres précisions avec Joël Lissingui et Ben Christy Moudio. 2 semaines après l'ouverture de la session ordinaire du mois de mars 2024, aucune activité n'a été enregistrée dans les 2 chambres du Parlement. Le bureau d'âge n'a aucune compétence pour diriger quelque travail que ce soit. Il n'y a aucun travail parlementaire, aucune activité parlementaire qui puisse être menée avant la mise sur pied du bureau définitif. À l'origine de ce statu quo se trouve l'état de santé de Marcel Nyat-Djifendi, pressenti pour être reconduit au perchoir de la Chambre haute du Parlement. Il est question pour le RDPC de renouveler sa confiance au niveau du Sénat en monsieur le sénateur Nyat-Djifendi Marcel et au niveau de la Chambre basse au très honorable président Kavaïege Djibril. Une reconduction qui se heurte à l'état de santé du sénateur de 89 ans, président de l'institution depuis sa création en 2013. Pour une session qui n'a pour durée que 30 jours, on vient de gaspiller la moitié à se tourner le pouce pour attendre une éventuelle guérison entre guillemets parce que tout est en train d'être fait pour que le sénateur Nyat-Djifendi soit au moins capable de voyager dans un avion partant de Paris pour Yaoundé et de tenir une vingtaine de minutes. Pour certains parlementaires, cette inactivité met le pays dans une situation délicate. Le président du Sénat est la personnalité qui est appelée à remplacer le président de la République en cas de vacances. Imaginez donc que là où nous sommes là, s'il arrivait quelque chose de grave au sommet de l'État au Cameroun, qu'est-ce qui se passerait? On serait dans un vide constitutionnel, un vide juridique préjudiciable. Ce n'est pas la première fois que ce type de scénario se joue au Parlement. En 2023, au sein de la Chambre basse du Parlement, l'élection avait eu lieu le 27 mars, alors que la session avait été ouverte le 3 mars. Concernant la perturbation de la connexion Internet observée depuis quelques jours dans plusieurs pays africains, l'on apprend que les travaux sont en cours pour un retour à la normale. Mais vous vous demandez certainement les raisons de cette grosse défaillance et pourquoi autant de pays sont simultanément affectés par la perturbation. Je vous invite à regarder ce reportage de Nadine Ngwafo et Kevin Thiogo pour des explications. Selon un rapport de NetBlocks, organisation spécialisée dans la cybersécurité, les fortes perturbations au sujet de la connexion Internet dont sont victimes les millions de consommateurs ces derniers jours au Cameroun, ainsi que dans plusieurs autres pays africains, sont dus à des incidents majeurs
Subvenus au niveau des câbles sous-marins des fibres optiques WAX, SAT3 et MenOne, qui sont les principaux fournisseurs d'accès à Internet dans les pays subsahariens. La Côte d'Ivoire, où s'est initialement déclenché la panne, est également le pays le plus affecté. Le dysfonctionnement y était à la survenue de l'incident quasi total, ne laissant aucune possibilité pour les abonnés MTN et Orange de se connecter. Dans les autres pays, tels le Libéria, le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso, le pourcentage de connectivité est resté assez faible, servant entre 14 et 35%. Le Togo, le Gabon, le Cameroun, le Niger ou le Nigeria ont cependant subi des désagréments moins sévères. La connectivité y allant de 42 à 72%, à 58% pour le cas spécifique du Cameroun, si on se réfère à la description de NetBlocks. Si l'impact est aussi considérable, c'est parce qu'à ce jour, 99% du trafic Internet mondial passe par des câbles sous-marins. Des câbles sous-marins de fibre optique qui s'étendent sur environ 1,3 million de kilomètres, soit plus de 33 fois le tour du monde, commentent nos confrères de Jeune Afrique. Des équipes techniques des différentes structures impliquées sont depuis lors à pied d'œuvre pour un retour progressif à la normale. Intéressons-nous à présent à cette entreprise, jadis un des fleurons de l'économie dans la région de l'Ouest Cameroun. La société de conserveries alimentaires du Noun n'est plus que l'ombre d'elle-même. Son arrêt de fonctionnement il y a 25 ans a été un véritable coup de massue pour les plus de 16 000 producteurs de tomates et près de 300 000 personnes qui gagnaient directement ou indirectement leur vie grâce à cette agro-industrie. Le reportage est signé Maman Soufor, Robert Kenyé et Vivien Tonfac. À Fumbo, dans l'ouest du Cameroun, avant il y avait la société des conserveries alimentaires du Noun. Aujourd'hui, le site de cette agro-industrie ressemble à un véritable champ de ruines. Ces véhicules qui faisaient visiblement partie de son parc automobile, ces citernes et autres cuves, n'ont pas résisté à l'usure du temps. Bien que la structure principale soit encore debout, avec des murs qui commencent à s'effriter, après 25 ans d'arrêt, les machines sont grippées. Ces machines n'ont pas été en panne. On avait arrêté les moteurs. Il y a quelques appareils qui sont d'ailleurs même c'est grippé. Il faut les changer. Créée en 1992, la société spécialisée dans la production de la tomate concentrée n'a fonctionné que pendant quelques années. Ça fait près de 25 ans aujourd'hui que Ascan est aux arrêts. Il faut donc l'eau couler et à cause de la mauvaise gestion de cette structure. L'argument de la faible production de tomates matière première pour faire fonctionner l'entreprise, avancé par certains, est balayé d'un revers de la main. Ça n'a pas été fermé parce que il n'y a pas de production. Parce que 70% de la production journalière de la tomate au Cameroun vient du Noun. Plus précisément dans l'arrondissement de Fumbo où est basée la SCAN. La question de la relance de la SCAN a été plusieurs fois remise sur la table, mais les discussions n'ont pas prospéré à cause d'une dette d'environ 10 milliards de francs CFA que réclamerait un des actionnaires, en l'occurrence la Société nationale d'investissement. Depuis un certain temps, nous avons entrepris les négociations de la tutelle, les limites notamment. Mais à chaque fois, il se posait cette fameuse dette de la SN que nous déplorons. Nous exhortons l'État de lancer un appel aux importateurs de tomates au Cameroun parce que l'État dépense plus de 50 milliards de francs CFA par an pour la tomate. Qu'on s'asseye, on discute, on voit dans quelle mesure ils peuvent peut-être financer même accompagner la production de la tomate, la transformation. La fermeture de la SCAN, qui transformait en moins de 400 tonnes de tomates par jour, a ainsi englouti plus de 300 000 emplois directs et indirects, selon les estimations des autorités. Hors des frontières du Cameroun, après sa sortie de prison, Ousmane Sonko booste la campagne électorale de son parti politique. Inéligible certes, mais c'est son bras droit Bassirou Faye qui compétit finalement pour la présidentielle 2024 au Sénégal. Pendant ce temps, Vladimir Poutine célèbre sa réélection comme président de la Russie pour un mandat de 6 ans. Cédric Chouna et Christine Babanda signent la mouture internationale. Au Nigeria, au moins 15 militaires, dont 4 officiers, ont été tués dans le sud du pays. Ces soldats y étaient déployés dans le cadre d'une mission de conciliation entre les communautés des villages voisins d'Okwana, d'ethnie Urabo, et d'Okoloba, d'ethnie Idjou. Le gouverneur de l'État du Delta, Shérif Obarewori, a affirmé dans un communiqué prendre toutes les mesures nécessaires pour démasquer les auteurs de cet acte ignoble.
Direction le Niger où les militaires américains sont à leur tour chassés du pays après les Français. Niamey a dénoncé samedi dernier avec effet immédiat l'accord de coopération militaire passé avec les États-Unis en 2012, affirmant que la présence américaine, qui viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques, était désormais illégale. L'annonce faite par le porte-parole du gouvernement de transition nigérien à la télévision nationale concerne aussi les employés civils du département américain de la défense sur le territoire du Niger. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko et son bras droit Bassirou Diomaye Faye ont entamé leur campagne électorale qui met aux prises 18 candidats, dont une femme, pour la présidentielle du 24 mars prochain. Les deux leaders du PASTEF en détention depuis plusieurs mois et qui ont été libérés jeudi dernier ont choisi pour leur tournée à travers le Sénégal Ziguinchor, ville de la Casamance où Sonko est maire. Au terme d'une campagne calibrée pour lui assurer une victoire sans partage, Vladimir Poutine a donc été réélu pour un 3e mandat consécutif à la présidence de la Fédération de Russie. Tôt ce matin, lors d'une brève allocution, le dirigeant russe de 71 ans s'est félicité de sa victoire qui ne faisait aucun doute. La Commission électorale centrale de Russie a déclaré plus tard qu'après le dépouillement de près de 100% de toutes les circonscriptions, le président russe a obtenu 87% des voix. Le vainqueur attendu faisait donc face à 3 challengers qui n'ont obtenu que 11% des suffrages. En sport, football, le procès en arbitrage dans l'affaire Fauve Azur, élite de Yaoundé contre la FECAFOOT, s'est ouvert ce lundi. Et à quelques jours des playoffs, du lancement du playoff, l'instance fêtière du football local n'a toujours pas publié la nouvelle liste des joueurs autorisés à prendre part à cette compétition. Le reportage est signé Emmanuel Job et Aïk Cyril. 3 jours après la date butoir fixée par la Fédération camerounaise de football, la nouvelle liste des joueurs autorisés à prendre part aux playoffs n'est toujours pas disponible. 62 joueurs de l'élite 1 et 31 joueurs de l'élite 2, pour un total de 93 joueurs, avaient été épinglés par la FECAFOOT. Alors que l'instance fêtière du football local dénonçait des fraudes présumées sur leur identité, les joueurs suspendus avaient jusqu'au vendredi 15 mars dernier pour prouver leur innocence. Plusieurs jours après ce délai, rien ou presque ne filtre, si ce n'est que la FECAFOOT travaille encore sur le dossier, comme cela se dit à Tchinga. En attendant, les regards sont tournés vers le Comité national olympique et sportif du Cameroun. Après l'échec de la conciliation dans l'affaire Fauve Azur élite de Yaoundé contre FECAFOOT, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun avait ordonné le report du démarrage des playoffs jusqu'à ce que le contentieux soit vidé en arbitrage. Mais jusqu'à quand devra-t-on attendre? Bien malin qui pourrait répondre à cette question. Le procès en arbitrage dans l'affaire Fauve Azur élite de Yaoundé contre FECAFOOT s'ouvre à peine. Et voilà qui met un terme à ce grand format de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Equinox Soir, deuxième partie avec Serge Alon Otou et ses invités pour le débrief du journal. Bonsoir Serge. Bonsoir Yuri Ngolomala, on vient de gaspiller une vingtaine de jours à se tourner les pouces. Dixit Koupit Adamou, député UDC, c'est un député, comme vous l'avez dit, à l'Assemblée nationale qui revenait dans le papier de Ben Kreti Moudio sur cette période, on ne peut plus inédite à l'Assemblée nationale et au Sénat. Une vingtaine de jours à se tourner les pouces. Et c'est l'ère d'une école buissonnière au sein du Parlement camerounais. Députés et sénateurs se tournent les pouces après l'ouverture de la session parlementaire camerounais. Ici, on évoque l'état de santé du président de l'Assemblée, du président du Sénat, Marseignac Djifenji, qui s'est quand même présenté qui est absent depuis quelques temps, c'est Jalin. Voilà, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonsoir à vous, Uringo de Malin. Bonne soirée, Serge Alain, et à vos invités. Rendez-vous demain, 20h. La suite, c'est un plateau avec nos invités, Maître Joseph Tafo Dilankouan et Basile Togo. Basile Togo, vous avez suivi cette sortie du député UDC? C'est le député qui parle, hein? Oui, je l'ai suivi. C'est
C'est son point de vue. Hein. C'est son point de vue. C'est son point de vue. C'est son point de vue. Donc le point de vue varie d'un député. Oui, c'est son point de vue, mais ceux dont j'ai eu l'amabilité de contacter pour avoir la primeur, pour avoir l'information réelle sur la question, m'ont plutôt dit que les travaux se poursuivent sereinement en back-office, en attendant véritablement que le quorum soit atteint. Déjà, il faut déjà saluer le fait que les sénateurs députés manquants sont en train de faire leur arrivée, notamment le président du Sénat et les autres qui sont en chemin forcément. Et je crois que le quorum sera atteint avant, n'est-ce pas, le délai légal qui est celui du 5 avril et que les travaux vont se terminer. Le plus important pour nous, c'est que les travaux s'achèvent et que au sortir de là, nous ayons un bureau véritablement élu, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau du Sénat. C'est ce que nous attendons avec ferveur et ardeur. Et je crois que cela sera fait. Cela sera fait. Nous pourrons juste prier que les autres marchent un peu, fassent un peu plus vite pour que les travaux puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Déjà que nous avons noté qu'il y a quand même eu quelques petits imprévus qui ont été signalés ça et là. Et je crois que tout va bien se passer. Voilà. Avant le journal, vous voulez apporter une précision, Maître Tafo? Oui, et quand vous entendez le représentant du RDPC parler, il s'adresse à une population qu'il voudrait, je veux dire, on nous a tellement anesthésiés, si bien que jusqu'aujourd'hui, on pense que on va continuer à dire n'importe quoi. Le débat, doit d'abord avoir une portée pédagogique. Quand il vient, il réitère, malgré l'intervention d'un député. Il vient nous dire que c'est le point de vue. Oui, il dit que c'est son point de vue. Pourtant, le député dit qu'ils sont là à se tourner le pouce. C'est son point de vue. C'est son point de vue. Il donne le point de vue. Il donne le point de vue de la loi. Parce que s'il n'y a pas de bureau, on ne peut rien faire. Permettez-moi de lire l'article 14 du règlement intérieur. Du règlement intérieur, en son alinéa 2, Serge Alain. Aucun débat, aucun vote, à l'exception des débats sur la vérification des cas d'incompatibilité, en début ou en cours de législature et de l'élection du président de l'Assemblée nationale, ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge. Voilà. Est-ce qu'après avoir écouté ça, est-ce qu'après avoir écouté cet article, on peut encore dire que le point de vue de l'honorable n'est qu'un point de vue? Cela signifie que même si le quorum était atteint, tant qu'il n'y a pas un bureau sur pied, l'Assemblée ne peut rien. L'Assemblée ne peut, puisque tout ce qui entre à l'Assemblée nationale, par exemple, restons sur les projets de loi. Ça passe par le bureau. C'est au bureau élu que les projets de loi, on reste sur les projets de loi. C'est au bureau que les projets de loi sont remis. C'est ce bureau qui se charge de remettre aux différentes commissions spécialisées. Or, les commissions spécialisées ne peuvent pas exister tant que le bureau déjà n'a pas existé. Parce qu'on va progressivement. On va de manière suivie. C'est-à-dire que c'est quand on met d'abord un bureau sur pied que le bureau maintenant cherche à mettre les différentes commissions sur pied. Donc tant que le bureau n'est pas élu, ils ne font rien. Le seul cas sur lequel le doyen d'âge peut se prononcer, c'est quand ils veulent faire des propositions sur la modification du règlement intérieur. Et à ce moment-là, jusque-là, le doyen, c'est pas le doyen d'âge qui décide. Il doit mettre sur pied une commission ad hoc, composée de 30 députés. Ce sont ces députés-là qui vont discuter des points à modifier dans leur règlement intérieur. Voilà la seule chose que le doyen d'âge peut faire. Et pour qu'on en arrive même là, il faudrait que la proposition soit faite par au moins 16 députés. Voilà la seule chose que le bureau du doyen d'âge est capable de faire. En dehors de ça, ils ne peuvent rien. Vous comprenez que maintenant on est en train de... Le fait de ne pas remplacer, de ne pas voter un bureau, il y a quand même 160, 180... Enfin, si on enlève ceux qui sont décédés, il y a au moins 170 députés
à ce moment à l'Assemblée nationale. On veut nous faire croire que il y a des personnes indispensables à l'Assemblée nationale. On veut nous faire croire qu'il y a des personnes qui sont chargées spécialement d'assumer telle ou telle responsabilité. Si bien que si elles ne sont pas là, quel que soit leur état de santé, quel que soit leur, je veux dire, où qu'elles se trouvent, il va falloir les attendre. Le jour où elles vont arriver, ces personnes-là, à ce moment-là, on va mettre sur pied un bureau. Et le politique a ses équilibres à préserver. Au détriment de la population, alors. Parce que, pas forcément. Bien entendu, au détriment de la population, au détriment du citoyen. Parce que s'il faut conserver, si le politique doit conserver ses intérêts, ou alors faire ses calculs politiques, sans tenir compte des aléas, ou alors des besoins de la population, ou alors de ce qui peut arriver dans l'intervalle. Et tombe dans la violation de la loi? Bien entendu. Puisqu'on nous dit déjà que le bureau doit être fait en début de l'ouverture. En début de l'ouverture de sa première session ordinaire. Voilà. On ne le souhaite pas. Admettons maintenant là, que le président de la République soit dans un cas d'indisponibilité pour assumer ses fonctions. Le président du Sénat qui devait en principe le remplacer n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on va dire que le vice-président va... Le premier vice-président. Oui, mais le premier vice-président viendra d'où quand il n'y a pas déjà un bureau. On est là dans un vide juridique. Il n'y a pas déjà un bureau. Pour parler du premier vice-président, on parle de bureau. Il faut qu'il y ait un bureau. Parce que c'est quand on a élu le président qu'il y a un vice, et ainsi de suite, dans l'ordre de préséance. Quand il n'y a pas de bureau, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut rien. Maintenant, s'il y a une urgence là maintenant, où il faut voter une loi, supposons par exemple qu'il y a une catastrophe, on ne le souhaite pas, et qu'il y a une loi qu'il faut soumettre à l'Assemblée nationale, là maintenant, là, pour prendre des mesures d'urgence, et que l'Assemblée nationale devrait se prononcer. On ne peut pas. Ça va rester bloqué. Il peut y avoir une urgence sur le plan international où on interpelle absolument le président de la République à l'effet de ratifier une convention ou une charte. C'est l'Assemblée nationale qui donne l'ordre au président de la République de le faire. Maintenant, c'est pas possible. Vous voyez que tout est bloqué et les citoyens sont suspendus à l'heure parce qu'on nous fait croire qu'il y a des personnes qui sont spécialisées pour assumer telle ou telle personne, telle fonction. Si bien que si elles ne sont pas là, il n'y a rien qui peut fonctionner. Et voilà. C'est compliqué, ces gens-là. Voilà, il y a un autre problème que pose cette situation, c'est les membres du Conseil constitutionnel, nommés par décret le 18 janvier dernier. Je pense au recteur le professeur Adolphe Moukoissé et Aaron Lormont-Bellet. Ils attendent, hein, parce que selon l'article 51 alinéa 4 de la Constitution, les membres du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le Parlement réuni en congrès. Oui, Serge, encore là, voilà encore une autre institution qui est mise en panne. De façon orchestrée. Ils ont été remplacés numériquement. Oui, ils ont été remplacés numériquement. Le professeur Owona et Biponou. Justement, la loi prévoit qu'ils prêtent serment devant le Parlement réuni en congrès. Et ce Parlement aujourd'hui n'a pas d'existence. Moi, ce que je ne m'amuserais pas à m'interroger, c'est... J'ai l'impression, peut-être les gens auront peur des mots, mais j'ai l'impression qu'il y a un coup d'État constitutionnel qui est en train de se préparer dans ce pays. Il faut qu'on se le dise. Parce que voyez-vous, quel est le rôle du président du Sénat? C'est le successeur constitutionnel du président de la République. Or, à l'heure actuelle, on n'a pas un président du Sénat. On ne sait pas ce qui peut advenir dans les prochaines heures. Et si cela adviendrait, que va-t-il se passer? Au-delà du vide juridique, je crois qu'il y a des intentions malsaines. Et on n'attendra pas, on ne priera pas, on ne va pas prier comme disait M. Etogo. Non, lui dit le quorum n'est pas encore atteint. Oui, on ne va pas prier pour que le quorum soit atteint. Nous ne sommes pas allés, nous ne sommes pas... On va prendre nos responsabilités parce qu'on ne peut pas. Et les responsabilités ici vont commencer à partir de... On va se prononcer sur un certain nombre de questions. Moi, je dis, si le RDPC est en train de préparer un coup d'État constitutionnel, qu'il soit clair. On ne peut pas comprendre comment est-ce qu'un député honorable présent lors... de la session au Parlement nous donne l'information selon laquelle les députés se tournent les pouces. C'est quand même personnalité ressource. Que non, un militant du RDPC nous fait comprendre que l'information qu'il a reçue n'est pas un point de vue.
c'est une information officielle. On doit s'en tenir à cela. Et l'information dit que le quorum n'est pas atteint à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait élection du bureau. Je crois que vous voyez par quel mécanisme ce parti politique est en train de préparer un mauvais destin dans ce pays. Il faut le dire. On ne va pas fuir nos responsabilités. Résultat de course, la Cour constitutionnelle est en panne. Le Sénat est en panne. L'Assemblée nationale est en panne. Mais nous avons un exécutif qui brandit les menaces. Mais c'est jamais autour. Si on ne pense pas à un mauvais destin pour ce pays, préparé par le RDPC, à quoi va-t-on penser? Je crois que c'est ça l'interpellation. Nous sommes ici dans des cas de violation de notre constitution. On ne peut pas justifier ça. Moi, au début de l'émission, j'ai demandé, je me suis interrogé sur la communication parlementaire. Nous ne sommes pas informés, nous sommes informés de rien. Ce sont des points de vue qui nous informent. Il faut rappeler que le très honorable Cavaillé était là lors effectivement, de l'ouverture. Oui, parce que naturellement, il est député, il paie sa casquette de président. Mais ce que nous attendons voir un président. Rien ne dit, parce que j'ai entendu le journal tout à l'heure, son nom être répété avec celui de M. Niat. Rien ne dit qu'ils sont les seuls qualifiés à être à ce poste. Non. C'est des choix politiques. C'est vrai que c'est des choix politiques. C'est toute une république, Serge Alain. Ce n'est pas la république du RDPC. C'est 30 millions de Camerounais. Nos vies en dépendent. On ne peut pas mettre... Est-ce qu'on bouscule 2 chambres. Est-ce qu'on bouscule, on va dire, ces choses-là comme ça? Non, ben, ceux qui ont dit qu'ils devaient nous amener à l'émergence 2035 doivent nous servir des bonnes recettes. On ne peut pas être là à 15 jours dans un parlement sans élection et, au résultat de course, on a notre vie nationale en danger. C'est-à-dire que l'oxygène du Cameroun comment je vais dire ça, est en danger. Je crois qu'il y a lieu d'appuyer fort, de press hard pour qu'on comprenne ce qui se passe, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'on ne veut pas nous dire. Parce que même si on veut qu'il y ait des équilibres politiques, mais vous voulez me dire que Niat Difendi, on a créé le Sénat parce qu'il fallait que Niat Difendi soit présent du Sénat habitant maintenant. Mais non. Ou alors qu'un ressortissant de l'Ouest soit présent du Sénat parce qu'il y aurait les accointances avec le président de la République. Non, désolé, la République ne fonctionne pas comme ça. Et je vais m'aller plus loin. Si c'est une question de tractation et qu'on attend que le président du RDPC soit celui qui désigne qui sera qui seront les présidents de ces 2 chambres, ça m'amène à me conforter à l'idée selon laquelle la plainte qui a été introduite par l'honorable Nicheux est fondée. Il y a cumul de fonctions. Si c'est un président du parti, si l'Assemblée aujourd'hui est, comment je vais dire, si la chambre basse et la chambre haute, le Parlement est bloqué, parce qu'il faut des tractations, il faut que l'exécutif choisisse et que cela peine à venir, alors on peut donc comprendre que un président de parti politique pose des actes qui influencent la République tout entière. En ce moment-là, ce président de parti politique, fut-il président de la République, est en train de faire un cumul de fonctions. Ce qui est interdit par la Constitution. Ce qui est interdit par la Constitution. Si c'est sous ce prisme-là. Mais au cas contraire, je crois que dans un État démocratique, les choses se font selon les lois. Ça n'a pas besoin des accointances politiques. C'est vrai, oui. Mais je crois que la République est au-dessus de toutes ces accointances politiques. On devrait avoir au jour d'aujourd'hui les 2 présidents qui sont... Je crois que ce ne sont pas des désignations, encore plus. C'est une élection qui a lieu et à l'issue de l'élection, un président est élu. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'y ait pas élection du bureau? Le point de vue nous parle du quorum. Un député ressource nous dit qu'il se retourne. Donc en vrai, on ne sait pas ce qui se passe à l'Assemblée. Le résultat de que moi j'interpelle, si c'est un coup d'État constitutionnel qui est préparé par le RDPC dans les officines, qu'ils nous disent nous allons prendre nos responsabilités en tant que citoyens. Peut-être que le grand soit si cher à mon ami Jean-Robert Wako a déjà commencé. Il y a également, tout ceci impacte sur, il y a également la Cour constitutionnelle qui se trouve
à l'arrêt, on va le dire comme ça, puisque 2 de ses membres, nommés par le président de la République, bientôt, ça fait exactement 3 mois, voilà, n'ont pas prêté serment. Oui, mais ils vont le faire. C'est une évidence, ils vont le faire dès que l'élection du bureau du Sénat et du Parlement va se mettre sur pied. Je dis, nous sommes encore dans les délais réglementaires, il n'y a pas une violation de la loi. On parlerait ici de violation de la loi lorsque nous avons dépassé le terme ouverture. Le terme ouverture voudrait dire jusqu'à la fin, le terme ouverture ne veut pas forcément dire que c'est le premier jour. Ça peut être 2 ou 2 semaines avant. Pourquoi pas? Mais il faudrait que lorsqu'il y a effectivement l'ouverture, comme vous le dites, et on procède par la vérification du quorum, et lorsque le quorum est atteint, on passe par l'élection du bureau. Mais je voudrais dire quelque chose ici. Moi, je ne voyage pas dans le temps. L'analyse que certains ont fait ici, moi je pense que c'est une vue de l'esprit. Je ne sais pas s'ils ont déjà la certitude que c'est le président du Sénat, Achuel Niat, qui va être reconduit, ni le président de l'Assemblée. Non, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas... On s'interroge. Au RDPC, on n'a pas encore passé le concours pour être sorcier. Moi, je ne suis pas sorcier, je suis réaliste. Je ne sais pas sur quoi est-ce que vous vous basez pour dire que c'est telle ou telle personne qui sera président du Sénat ou président de l'Assemblée nationale. Moi, je voulais m'interroger en me demandant sincèrement, si le président du Sénat, Niat, était là et que le quorum n'était pas atteint, est-ce qu'il y aura élection? Non, je ne pense pas. Si le président Kavaïgé est présent et que le quorum n'est pas atteint, il y aura l'élection? Non, il n'y aura pas élection. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous faites une supputation. Parce que c'est une supputation. Mais je vous dis, vous n'avez pas de députés à l'Assemblée nationale. Je dis, vous n'avez pas de députés à l'Assemblée nationale. Le peuple camerounais a choisi les mandataires du RDPC qui les ont conduits au niveau du Sénat, au niveau du Parlement. Non, nous parlons ici avec autorité. Nous parlons en tant que Camerounais avec autorité. Nous parlons avec autorité pour dire que les informations dont moi j'ai reçues, des députés qui ont été envoyés à l'Assemblée nationale par le peuple camerounais, que certains ont voulu bastonner, il faut le dire, interdire d'aller manifester leurs droits de citoyens. Ils me font entendre que c'est un problème qui va être résolu. Déjà même que c'est la première fois que ça arrive. Mais lorsqu'il y a des rencontres, il y a toujours des imprévus, ces Jalin. Il y a toujours des imprévus. Il y a toujours des imprévus. Mais bizarrement, cet imprévu arrive lorsque c'est une session statutaire. C'est un imprévu qui est arrivé, malheureusement. Et nous pensons qu'il y aura un saut quantitatif et que effectivement tout le monde sera là et il y aura élection. Parce que nous sommes encore dans les délais et les délais ne sont pas encore atteints. Nous ne pouvons pas dans ce cas-là parler de la violation de la loi. Je reste sur ce que vous appelez imprévu. C'est quand même bizarre, ça arrive et à l'Assemblée et au Sénat au même moment. Mais il y a même des situations où... Le député qui vous a informé, lorsqu'il parle de quorum pas atteint, c'est combien à peu près? Je ne peux pas, je n'ai pas la compétence de donner cette information ici. Je pense que vous êtes un journaliste d'investigation et que si vous voulez vraiment l'information, il y a un CELCOM au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, ils auront l'habilité à vous donner cette information-là. Moi, ce sont des hypothèses que moi j'évoque comme ça là, sur le fait que... des hypothèses que je tenez plus ça du député? Je ne le donne pas sous la forme officielle. Je pense que si il y avait une communication officielle qui devait être portée, ça devait être porté par le Parce que vous semblez battre en brèche tout ce que a dit l'honorable Koupit Adamou. Je dis c'est un point de vue. Oui. C'est un point de vue. Est-ce que vous avez ce que dit le député? J'ai la latitude de m'interroger sur ces propos. C'est un député de l'opposition. C'est un député de l'opposition. Et en tant que député de l'opposition, il est bon de soi qu'il ne soit pas d'accord avec ce que le RDPC dit ou fait. Donc c'est une posture tout à fait normale. Donc je peux m'interroger sur son point de vue, je peux m'interroger sur son analyse sans toutefois le balancer sur le brésier. Mais je crois que sur le point, je vois mal comment est-ce que à cause d'une personne on pourrait bloquer, sincèrement. Je ne vois pas comment est-ce que fût-il être président du Sénat. Avec tout le respect que j'ai pour le sénateur Niat, je ne vois pas pourquoi est-ce que
Et comment est-ce qu'une entité peut être bloquée à cause de lui? Je dis ici, c'est parce qu'il y a un problème de quorum, et je crois que le quorum sera atteint avant la date du 5 avril. Avant le 5 avril? Je pense. Ok. Ça, c'est une hypothèse. Avant le 5 avril, ça tombe net 30 jours. Ça veut dire que c'est... 30 jours après l'ouverture. Oui, ça veut dire que ça aurait été une là, ce session sera plus à inutile. Oui. On a mis sur pied le bureau à l'ouverture. Oui, ça veut dire que ça aurait été une session inutile parce qu'au 5 avril, ça fait 30 jours et la session ordinaire, une session ordinaire est prévue pour faire 30 jours. Et donc, j'ai dit avant le 5 avril, donc ça peut être tombé demain, ça peut être tombé après-demain. Ce n'est pas forcément le 5 avril. Ah, bizarrement, ça peut tomber demain. Non, j'ai dit avant le 5 avril. Je pèse mes mots. Je dis avant le 5 avril, ça peut tomber demain, ça peut tomber après-demain, comme ça peut tomber dans 10 jours. Oui, et puis je voudrais vous rappeler, vous continuez à insister sur votre histoire de le quorum n'est pas atteint. On vous l'a dit, c'est les textes qui ont été votés par les députés de ce pays. Et depuis le retour du Cameroun au multipartisme, chaque législature a toujours eu une majorité absolue des députés RDPC. Donc ce sont les lois qui ont été consignées, votées en grande partie parce que les députés, la majorité est détenue par le pouvoir RDPC. Est-ce qu'il y a une disposition qui parle du quorum dans le règlement intérieur? Oui, on dit le quorum doit être majorité plus 1. Voilà. Bon, maintenant, 91. Quand cette majorité plus 1 n'est pas atteinte, ils peuvent faire écrire au président. Et si par 2 fois on constate que c'est pas atteint, même les 1 tiers peuvent voter une loi. Mais selon Basile Togo, il n'y a pas 91 députés RDPC. C'est pas un problème de quorum, on lui dit depuis que c'est pas un problème de quorum. Quand il dit quorum, c'est pour distraire la population. Même si le quorum était éteint et qu'il n'y a pas été atteint et qu'il n'y a pas de bureau. N'éteignez pas le quorum. Oui, je dis si le quorum était atteint. Mais je ne veux pas l'éteindre. Je ne veux pas l'éteindre. On a tous intérêt qu'il ne soit pas éteint, qu'il soit sur pied, et puis qu'on mette sur pied un bureau, pour ne pas nous donner l'impression que l'Assemblée nationale est devenue la chasse gardée de certaines personnes. Et j'ai bien peur que ce soit la chasse gardée de certaines personnes, parce que tout à l'heure on parlait de certaines fonctions régaliennes de cette Assemblée nationale. Je reviens encore sur 2 choses qui se sont passées dans cette Assemblée, et que jusqu'ici, avant même la fin de la dernière législature, ils ne se sont pas prononcés. Il y a par exemple le détournement de fonds qui a eu lieu là-bas. Si c'était une assemblée véritablement destinée à parler au nom du peuple, parce que l'argent qui est destiné à leur budget, c'est les biens de la population, c'est les biens des contribuables. Ils devaient nous dire ce qu'il en a été. Ça, c'est la première chose. On a encore à l'esprit cette décision qui avait été lue dans les antennes du poste national, où le président de l'Assemblée nationale nommait un secrétaire général. Mais jusqu'aujourd'hui, directeur de cabinet autant pour moi, jusqu'aujourd'hui rien n'a évolué, parce qu'on a encore eu une autre correspondance, non pas lue à la radio ou à la télé, mais qui a plutôt circulé dans les réseaux sociaux pour nous dire que non, le président de l'Assemblée nationale, enfin, c'est pas authentique. Vous savez que chez nous, il y a trop de problèmes d'authenticité. On se rappelle encore d'un autre document qui est sorti le 1er décembre 2023, où on a parlé d'une ordonnance qui n'était pas authentique. Voilà une situation aussi grave, par exemple, qui s'est déroulée au tribunal militaire, où l'Assemblée nationale avait capacité de créer une commission d'enquête pour voir de quoi il est question. Donc maintenant, c'est plutôt les luttes d'intérêt, c'est pas pour la population qu'ils sont là. Si c'était là pour la population, prenons par exemple le cas du code électoral dont on parle, et donc même Elekam a constaté qu'il y a problème. Je voudrais rappeler que l'Assemblée nationale, qui est en principe là pour la population, devrait à qualité de se saisir de cette situation. Mais ils ne sont pas là pour nous. Donc, ils sont là pour leurs intérêts. Il faut faire des calculs politiques. Il faut chercher à tout prix et à tous les prix à conserver les avantages personnels, tout ce qui va avec le titre je veux dire, du très grand honorable, quitte à ce que la population reste dans le statu quo, dans la souffrance, et que on peut se ficher pas mal d'elle. Voilà, merci Dylan, merci Basile Togo. Merci. J'espère que le quorum sera atteint. Ce que nous espérons le plus, c'est que
au sortir du 5 avril, nous ayons un bureau et s'il au n'est niveau pas du Sénat atteint le 5 et au niveau de l'Assemblée nationale. Nous ne l'espérons pas. Justement, s'il n'est pas atteint le 5 avril, je crois qu'on sera en face ici d'un coup d'État constitutionnel, comme je l'ai dit. Ce sera confirmé. Qui est plus que le grand soir. Oui. Ok. Merci. Peut-être que c'est les signes de grand soir qui s'annoncent comme ça. Je vous en prie, voilà. Merci. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. Le prochain rendez-vous, c'est demain, à partir de 19h.